Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Évaluer la notion de gravité tient compte normalement d'une bonne connaissance de l'anatomie de la sphère où nous devons travailler, où nous sommes en train de pratiquer, et une maîtrise de la pratique d'un examen clinique qui est systématisé, c'est-à-dire en fonction de chaque type de pratique et de chaque raison, et la réalisation des examens ciblés, des examens essentiels complémentaires, et évidemment une expérience dans le domaine pour la prise en charge de cette condition. C'est ainsi que pour les examens ciblés, ici nous donnons tout simplement quelques principes. Quand il s'agit de la maladie, compte tenu de la pauvreté de notre population, alors vous pouvez demander un panoramique, ça peut vous donner un diagnostic ou alors un profil de filet si vous êtes au niveau de la maladie. Au niveau de l'étage moyen, vous pouvez demander le water ou le glondo, juste pour évaluer les cavités orbitaires et sinisiennes. Et au niveau des nez, nous avons l'incidence qui porte même son nom, qui est l'incidence des eaux propres du nez, et ainsi que l'arcade zygomatique peut être évalué par le cliché que nous appelons l'incidence de X. Mais cependant, à l'heure actuelle, où le scanner, même à $150, on peut le réaliser, nous estimons que pour une meilleure prise en charge, ça ne sert à rien de trop tergiverser avec des examens qui, si vous n'êtes pas chevronné, vous pouvez être bité à un problème d'interprétation. Alors il faut demander tout simplement un CT scan qui vaut la peine pour toutes les régions et que les lésions sont convenablement visualisées pour alors une meilleure prise en charge. Ici, il est important juste de vous montrer qu'il existe une relation très importante du point de vue anatomique, bicano-maxillofaciale et les blessures ou les lésions. Vous voyez, la région où nous travaillons, nous avons des vaisseaux sanguins, notamment, il y a des artères, vous voyez, nous avons des nerfs, nous avons tous les muscles possibles, et que cette physiologie est caractéristique même des types de lésions et un fondement dans la manière de voir comment prendre en charge ces lésions. C'est ainsi que il y a un apport sanguin très important dans cette région, ce qui fait que les traumatismes sont toujours de nature spectaculaire. Il y a la présence des dents dans la bouche, nous avons des voies respiratoires, et même les os maxillaires sont imbriquées et adjacentes au niveau des os du cerveau. Nous avons des glandes salivaires. Eh bien, c'est un complexe qui n'est pas isolé, et donc il est associé à plusieurs organes, donc il faut tenir compte pour sa prise en charge, ce qui demande une certaine habilité importante pour juger et pour planifier. C'est comme ça que les manifestations importantes que nous retrouvons du point de vue littérature et du point de vue nos recherches et la clinique de tous les jours, vous avez les déplacements causés, vous avez les troubles de l'articulation ou les troubles physiques, les tuméfactions, les douleurs et les saignements. Ça, c'est ce que nous allons retrouver tous les jours. Mais attention, attention, c'est le traumatisme. Nous avons ce que nous appelons les signes d'urgence. Ce sont notamment l'asphyxie, l'hémorragie, la cécité traumatique et les chocs. Et l'asphyxie ici, ça constitue les urgences des urgences. Si vous traînez, eh bien, notre patient, le temps qu'il cherche même tout simplement un taxi, il ne sera pas. De même pour l'hémorragie. Mais la cécité ici traumatique, il s'agit d'une cécité du nerf ophtalmique qui peut être optique plutôt,
qui peut être coincé ou qui a été amputé, et ce qui demande une chirurgie d'urgence, et il faut une évaluation préalable, et le CT scan est encore au rendez-vous. Donc, et quand nous avons la nosmie et la rhinorrhée des liquides céphalo-rachidiens ici, là, vous voyez déjà que ça, c'est un cas qu'il faut travailler avec l'équipe de neurochirurgie. Et toutes ces manifestations cliniques, c'est ce que nous vivons régulièrement. Voilà pourquoi c'est complexe et que leur prise en charge demande une certaine maîtrise. Qu'en est-il de la prise en charge? Mesdames et messieurs, il y a d'abord des préalables dans la prise en charge de cette fracture. Une bonne connaissance anatomique de ces lésions et une bonne connaissance des caractéristiques cliniques, radiologiques et la biomécanique de cette région, ainsi que des fractures maxillofaciales. Et l'habilité technique et manuelle appropriée est exigée pour chaque praticien dans l'hôpital général de référence là où il est. Et bien sûr, même si on nous a parlé des problématiques des infrastructures, mais vous ne pouvez pas prendre en charge ce traumatisme maxillofacial s'il n'y a pas un plateau technique équilibré. Pour ne pas dire un plateau technique complet, peut-être qu'on n'en trouvera pas, mais au moins équilibré, ça peut permettre de soulager quand soit fait et être à jour avec les connaissances de base pour une meilleure prise en charge. Ici, s'agissant de la prise en charge des atteintes des tissus mous, je vous présente cette image-là, qui est une dame qui a été traumatisée par un taxi-bus, comme d'habitude, et ici, dans un hôpital général de référence, le chirurgien qui reçoit la patiente peut bien sûr prendre en charge pour un parage chirurgical en respectant les principes essentiels ici. Il faut faire une bonne suture sous-cutanée ou musculaire avec les fils 3-0, mais sur le plan cutané, il faut utiliser les 4 et 5 0. Et quand vous regardez cette image, ici, on n'a pas respecté la notion de l'esthétique. Et pourtant, c'est une fois. Et cette chirurgie est d'abord une chirurgie plastique. Et si vous n'avez pas l'habilité technique de pouvoir manipuler les 5 0, les 6 0, les 4 0, alors il faut tout simplement référer le cas à un niveau tertiaire pour une meilleure prise en charge, puisque l'esthétique est parmi les qualités de vie exigées en post-opératoire. Une dame qui se trouverait avec un visage qui n'est pas beau à sortir, elle est psychologiquement abattue, et que si c'était une petite fille, eh bien, vous avez réduit les compétences psychiques. Il se retrouve qu'elle n'est pas intégrée dans la société. Donc, ce qui exige une certaine chose. Mais le plus important ici, attention avec ces deux régions que je suis en train de présenter ici, les régions orbitaires et les régions parotidiennes ici. Quand vous voyez l'autre image ici, je vous présente une lésion qui part en regard du tragus jusqu'au niveau de la région cervicale. D'emblée, quand vous voyez comme ça, il faut vous dire que cette région, soit qu'elle a traversé notre ami le nerf facial, et là-bas, il faut faire tous les bilans possibles. Donc, et quand il est lésé, vous allez le remarquer, alors attention à ces moments-là. Ou alors, par les possibilités que vous allez travailler, toi-même aussi, tu peux le léser. Donc, il faut prendre connaissance de cette notion. Et que si nous sommes au niveau de la région orbitaire, alors le canal lacrymal doit être à tout prix sauvegardé, sinon faire appel à un ophtalmologue pour une collaboration ensemble. Et ici, je vous présente une prise en charge d'une fracture mandibulaire isolée, que ce soit chez les enfants, que ce soit chez les adolescents, que ce soit chez les adultes. Ici, lorsqu'elle est isolée, si c'est au niveau sagittal, médiane ou parasymphysaire, qu'elle soit angulaire,
vous pouvez la prendre en charge dans un hôpital général de référence. Si la technique appropriée à l'ère actuelle qui est l'ostosynthèse ne peut pas être appliquée, mais ici, l'immobilisation nous donne toujours de très bons résultats. Nous n'allons pas aller toujours dans la plus haute technique, puisque même celle-ci, avec un seul trait de fracture, vous avez un très bon résultat, pourvu que vous puissiez bien revoir si l'occlusion a été bien établie. Mais par contre, si vous estimez que c'est un patient qui peut être à même d'honorer sa facture pour lui faire un traitement plus esthétique, dont le temps de l'hospitalisation est réduit, dont les complications post-opératoires sont réduites, je pense que vous pouvez passer directement à faire une ostosynthèse. Et ici, c'est une notion de spécialité qui demande, si on a montré l'infrastructure, vous comprenez que nous avons des insuffisances. Et ici, nous ne voulons pas parler des insuffisances qui concernent les spécialités, et c'est encore un autre problème. Donc, il faudra que beaucoup d'autres puissent venir pour être spécialisés dans ces différents domaines, pour couvrir autant de structures de santé qui se trouvent dans les différentes provinces. Sinon, le temps de faire appel d'un patient qui est au village jusqu'à Kinshasa, eh bien, nous n'allons pas obtenir de bons résultats. Ici, je vous présente une fracture qui est bifocale. Il y a une fracture angulaire de l'autre côté, l'autre image, et une fracture sagittale au niveau de la région. Ici, généralement, ça va demander un traitement par ostosynthèse, par le simple fait que si vous voulez faire l'immobilité sagittale, vous allez bien le réduire, mais attention, regardez au niveau de l'angle mandibulaire, ces traits-là, vous risquez de ne pas bien l'immobiliser. Et par conséquent, ça sera le cycle prédilectible d'une infection qui sera inostéite plus tard et qui va compliquer encore l'affaire, qui va entraîner par la suite qu'on fasse la résection de tous ces morceaux, et il faut prendre un os pour faire une reconstruction mandibulaire, ce qui va demander encore beaucoup de temps. Un autre élément ici, si c'est une fracture, chers amis, qui concerne les régions mandibulaires, attention, attention pour les enfants. Après l'âge de 20 à 29 ans, suivi de 30 à 39 ans, c'est l'âge de 10 à 19 ans. Donc, les adolescents sont concernés et même les enfants sont impliqués, et surtout avec nos maisons actuelles où nous avons un système de carreaux. Attention, les enfants glissent à l'habillement et lorsqu'ils tombent au menton sur le pavement, eh bien, c'est les articulations temporomandibulaires qui sont temporales. Et leur prise en charge est trop controversée et nous risquons de perdre la qualité de vie de nos enfants puisque la croissance mandibulaire n'est pas encore faite. Ici, c'est un trait de fracture qui peut être soigné soit par l'ostosynthèse, ici nous l'avons fait par l'ostosynthèse, puisque le patient avait le poids pour pouvoir supporter le coup, mais vous pouvez aussi le faire par l'immobilisation. Ça donne de très bons résultats, mais pourvu que vous puissiez avoir la technique à la main. Et ici, je vous présente l'image d'une fracture condylienne chez les enfants et un adolescent. Attention ici, le plus souvent, ce que nous constatons, c'est qu'on veut plus traîner les patients soit à la cité, soit dans un hôpital. Non, il faut juger le niveau de compétences, et il faut juger les complications post-opératoires, et il faut vous dire que ces cas, je ne suis pas à la hauteur de les prendre en charge. Il faut les transférer le plus vite possible pour une meilleure prise en charge, puisque plus vous traînez, plus il y a des complications qui vont survenir, surtout sur les traumatismes au niveau de la tête condylienne et intra-articulaire. Il y a plus de complications que je vais vous présenter. Voilà, ici c'est un cas que nous avons reçu de ces traumas et que nous avons jugé de placer une ostosynthèse tout simplement, puisque ça nous donne de très bons résultats, mais attention, mais c'est aussi controversé pour dire tout simplement qu'il faut juger chaque cas c'est un cas,
Et lorsque vous voulez faire une osseosynthèse dans cette région, il faut voir si l'articulé dentaire a été meilleur. Là, on peut encore demander qu'il y ait l'immobilisation, reposer les atteintes, même si le condyle ne rentre pas dans sa position initiale, mais pourvu que l'articulé dentaire soit normal, ça, il n'y a pas assez de soucis. Et si le malade peut marcher, autant mieux, il n'y a pas de problème, puisque avec cette fracture, il y a toujours aussi des complications, même avec la technique de l'ossosynthèse. Ce qui fait que nous nageons entre 56% pour l'ossosynthèse et 40 quelques pourcents pour d'autres techniques que nous utilisons d'usage d'immobilisation du patient. Chers amis, s'agissant des fractures mandibulaires associées, je m'intéresse à cet os tout simplement puisque l'épidémiologie nous indique que 60% des fractures, ça concerne que les fractures mandibulaires. Et bien sûr que je vais parler pour d'autres parties. Alors, lorsque cette fracture est associée à l'asphyxie, à l'hémorragie et d'autres signes ici, il ne faut plus traîner avec le malade. Si c'est une asphyxie, directement il faut appliquer les techniques d'urgence si vous avez les compétences. Et si vous n'en avez pas, il faut transférer le cas directement, puisque là c'est une urgence vitale. En moins de quelques minutes, si vous traînez avec le patient, nous allons le perdre. Ne cherche même pas à faire l'immobilisation, ne cherche même pas à vouloir voir s'il s'agit quel type de fracture. Étant donné que vous avez ces signes en présence, ça constitue une urgence. Et nous avons perdu beaucoup de cas, puisqu'ils ont beaucoup plus traîné à la cité, tout simplement à la recherche de poser un diagnostic de certitude avec précision pour savoir qu'il s'agit de quel type de fracture. Et dans les manœuvres de tenter pour trouver une solution, eh bien, nous avons perdu le deuxième. Ici, vous avez un polytrauma avec plusieurs fragments osseux. Des cas pareils, ça demande une main outillée. Ce sont des cas qu'il ne faudra pas plus garder dans les niveaux secondaires, mais s'il y a la main outillée, on peut prendre ça en charge. Mais jusqu'à l'état actuel de nos connaissances, nous avons encore beaucoup de difficultés compte tenu du nombre de spécialistes dans le domaine pour la prise en charge de ce traumatisme. Et ici, ce sont des fractures, chers amis, des maxillaires. Notamment ici, je présente l'effort 1 sans déplacement. Et s'il y a un léger déplacement, avec notre technique d'immobilisation, ça peut encore aller. Vous pouvez trouver des bons résultats. Mais lorsque vous avez un déplacement important, donc ça ne sert à rien d'immobiliser le malade. Ici, il faut transférer le cas pour une ossosynthèse. Et si vous estimez que vous êtes capable même de faire l'ossosynthèse, ici, vous pouvez le faire. Et à ce moment-là, ça va donner des très bons résultats. À l'ère actuelle de la nouvelle technologie, comme ça s'est fait à cancérologie, nous avons ce que nous appelons la chirurgie en 3D. C'est une chirurgie où on nous reproduit déjà l'image de la maladie en 3D et nous calculons, nous faisons même la simulation de l'intervention bien avant la chirurgie et même le résultat et même la reconstruction. Cette chirurgie qui s'est faite en oncologie est à la ligne actuellement dans la traumatologie aussi pour la prise en charge. C'est pour limiter les complications, c'est pour améliorer l'esthétique, c'est pour diminuer le temps de l'intervention et les résultats sont fantastiques. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de conséquences? Il y en a beaucoup. Et ici, j'insiste beaucoup plus sur les enfants et les adolescents. Attention, les troubles de l'articulé dentaire et cinétique mandibulaire ici. Notre ami dysfonctionnement de la thème qui est avec les trois composantes principales, la douleur, les claquements articulaires, chers amis, ici c'est fréquemment. Et si c'est chez les enfants, nous arrivons jusqu'au niveau de l'ankylose des articulations temporomandibulaires. Et lorsque nous en avons, ça devient encore une chirurgie très lourde et qui demande pas mal de moyens. Et même post-chirurgie, eh bien, l'expérience nous montre que vous n'êtes pas à 80% sûr de dire qu'il n'y aura plus de complications ou de risques. Et surtout, j'insiste chez les enfants,
puisque la croissance n'a pas encore fini son travail, et bien l'oestrogénèse est encore dans une phase active, et ici, il faut faire trop attention. Et lorsqu'il y a perturbation de cette croissance, chers amis, vous avez un enfant qui a un profil d'oiseau qui change. Si c'est unilatéral, vous allez voir que le maxillaire de notre côté, ça ne va plus évoluer. Mais si c'est bilatéral, vous allez voir que la mandibule est reculée en arrière et le maxillaire supérieur est en train d'avancer. L'enfant ne sortira plus. Ce sont les cas que nous sommes en train de suivre. Et donc, c'est difficile. Il faut une insertion. Il faut un service autre pour accompagner l'enfant avec des notions beaucoup plus importantes d'intégration à la vie sociale. Et bien sûr, les risques sceptiques, infectieux, vous les avez, mais aussi, nous avons beaucoup de décès. Beaucoup de décès, puisque ces traumatismes, comme je vous ai présenté, les régions sur lesquelles nous travaillons, combien de nerfs, combien de vaisseaux, et s'entraînent beaucoup de dégâts. Et lorsque vous traînez et que la prise en charge est en retard, eh bien, nous connaissons beaucoup de décès avant même d'arriver au diagnostic. En conclusion, nous disons ceci, que les traumatismes maxillofaciaux dans les hôpitaux généraux de référence, mais bien sûr, ils peuvent être pris en charge. Mais ils peuvent être pris en charge à condition que vous ayez une connaissance appropriée sur la région auquel vous voulez travailler, anatomique, clinique, radiologique pour bien interpréter les choses, et la physiologie de ces traumatismes et leurs caractéristiques. Et à côté de cela, il faut associer l'habilité technique et manuelle et un plateau technique équilibré. Ça, ce sont des conditions sine qua non pour prendre en charge les cas au niveau secondaire. Et si vous n'êtes pas dans ces niveaux-là, donc directement, il faut référer les patients, puisque la qualité de vie s'ensuit. C'est ainsi que ces traumatismes chez les enfants et les adolescents, chers amis, ça constitue un vrai problème majeur dont la qualité de vie de nos enfants et de nos adolescents est encore hypothétique, si rien n'est fait. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Nimi, pour votre exposé. En résumé, nous avons retenu que pour les traumatismes maxillofaciaux, 60% de ces traumatismes se situent au niveau de la mandibule, donc l'os de l'étage inférieur de la face. 60%. Pour les examens complémentaires, on peut faire avec le profil défilé mandibulaire ou la radio panoramique. Mais l'idéal, c'est un scanner, un CT scan. Donc nous tombons encore une fois de plus dans le problème d'équipement et d'infrastructure. Raison pour laquelle nous insistons là-dessus, parce que c'est extrêmement essentiel pour la vie, nos vies et la vie de nos compatriotes. Un autre point, c'est, il a parlé, les os de la face et les os du crâne sont imbriqués. Donc vous allez comprendre avec moi que le traumatisme au niveau de la face a directement des répercussions au niveau du système nerveux central. Donc nous avons le cerveau, le cervelet et les troncs cérébrales. Pour le traitement, il a parlé parce qu'à Kinshasa, il y a un pouvoir d'achat faible. On peut utiliser le blocage intermaxillaire. Utiliser la technique d'ostéosynthèse. Nous tombons une fois de plus dans le problème d'équipement, des connaissances. Je voudrais donner quand même une information importante qui est initialement reconnue comme facteur de risque, qui est beaucoup plus la consommation de l'alcool et la consommation du tabac. C'est depuis des années que la courbe est en train de s'inverser maintenant dans le domaine du cancer. Et nous avons fait des études d'investigation pour voir un peu d'autres facteurs qui peuvent justifier, notamment comme dans certains pays, en termes de comportement des habitudes. Et là, nous sommes allés dans le milieu estudiantin où nous étions en train d'évaluer un peu la fréquence
des comportements, des habitudes homosexuelles. Et sur 2090 quelques étudiants que nous avons identifiés avec un questionnaire, nous avons obtenu une fréquence de 73%, dont ce sont des hommes et des femmes qui ont pratiqué pour leur premier rapport, qui est un rapport homosexuel. Et à l'heure actuelle, par cette pratique et tant d'autres, le human papillomavirus est intégré dans l'étiologie pathologique, ce qui fait que les rapports homosexuels à l'heure actuelle entrent en jeu et il équilibre même les facteurs étiologiques de ces cancers. Et la récente étude ou le mémoire de spécialisation qui a été fait chez nous aux cliniques universitaires a démontré que parmi les facteurs étiologiques, l'alcool et le tabac, c'était à 45%, et nous avons trouvé des malades qui n'étaient pas consommateurs d'alcool et de tabac, mais qui ont développé plus de cancers, au-delà même de 50%. Et maintenant, les études restent à voir si nous pouvons, toutes les fois que nous sommes en train de poser un diagnostic de ces cancers, rechercher au même moment les human papillomavirus pour confirmer l'hypothèse selon laquelle les pratiques homosexuelles sont à même d'entraîner le développement de ces cancers. Donc c'est pour dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas que seulement le tabac et l'alcool, les pratiques homosexuelles, les infections homosexuelles contribuent énormément. Dans les autres pays, les études ont déjà démontré ça avec les évidences, avec toutes les justifications possibles, mais il reste peut-être ici chez nous pour que nous arrivions à de pareilles conclusions. Merci. Effectivement, madame, j'ai insisté sur ça. Et ça signifie que nous devons travailler en collaboration avec le ministère de la Santé, dans le sens où nous devons avoir encore beaucoup de gens dans ces domaines pour que nous puissions former les différentes personnes. Vous avez vu dans les statistiques qui ont été données, du point de vue structure de santé, et là où on retrouve les services qui s'occupent de la santé bucco-dentaire, c'est faible. Et moi, je n'ai pas voulu présenter aussi cette épidémiologie pour démontrer le nombre de personnels qui peuvent prendre en charge certains cas spécifiques, notamment les traumatismes maxillofaciaux dont j'ai intervenu aujourd'hui. Donc c'est un vrai problème et nous lançons encore un appel aujourd'hui à tous ceux qui peuvent donner aussi leur contribution dans ce domaine-là, de venir pour une formation appropriée, puisque nous avons insisté sur ça. Il faut une formation appropriée pour prendre en charge ces cas. Et donc nous invitons les médecins qui sont disponibles pour servir et de cette population à venir s'inscrire et suivre une formation appropriée pour la prise en charge de ces cas. Oui, nous pouvons aussi l'étendre chez l'homme. Il faut dire d'abord que la chirurgie orale et maxillofaciale, elle est d'abord une chirurgie plastique, puisque nous sommes au niveau du visage. Et lorsqu'il y a un traumatisme avec des lésions sur le plan cutané, cela exige d'abord en priorité chez une femme, c'est une nécessité absolue, puisque les femmes sont les plus sensibles, pour leur santé, pour leur esthétique, pour leur visage. Alors il faudra insister sur cet aspect-là, puisque quand on doit faire une suture qui n'entraîne pas une satisfaction chez une femme, eh bien c'est comme si vous n'avez rien fait et la qualité de sa vie est diminuée et ne se considère pas dans la société. C'est comme si tout le monde qui passait est en train de se moquer d'elle. Voilà pourquoi j'ai insisté sur cet aspect-là, pour que ceux qui vont pratiquer choisissent les instruments et les matériels nécessaires qu'il faut pour la remettre dans un bon état acceptable.